Bonjour. Je vais vous parler des liens entre la trisomie 21 et le sommeil. Je travaille au CHU de Bordeaux, au centre maladies rares, consultation de sommeil enfants-adultes, et nous nous occupons des troubles du sommeil qu'on peut répartir en différents cadres: les insomnies, les hypersomnies, les gens qui dorment trop ou qui s'endorment trop facilement en journée, les parasomnies, qui sont tous les troubles du comportement pendant le sommeil, par exemple le somnambulisme ou le bruxisme, le fait de grincer des dents, et les troubles du rythme circadien, qui correspondent aux difficultés chronobiologiques liées à notre horloge biologique. Les troubles du sommeil sont regroupés en grands cadres, et à l'intérieur de ces cadres, on va retrouver des pathologies. Vous connaissez très bien le syndrome d'apnée du sommeil, qui est une pathologie qui peut entraîner de l'hypersomnie, de l'insomnie, des troubles du comportement pendant le sommeil. Ces troubles du sommeil sont plus fréquents chez les sujets porteurs de trisomie 21. On note que l'insomnie et l'hypersomnie, mais également les pathologies respiratoires, et notamment le syndrome d'apnée du sommeil, sont 2 fois plus fréquents dans cette population. Il est donc important de repérer ces difficultés, et les études ont montré que ce repérage est souvent insuffisant. D'une part, les parents hésitent à signaler ou méconnaissent les symptômes, mais également les pédiatres et les professionnels de santé négligent les troubles du sommeil. Ceci est en train de changer petit à petit avec la formation des médecins, mais nous sommes loin d'avoir atteint un objectif satisfaisant. Je voudrais maintenant vous parler de quelques éléments de physiologie. À quoi correspond le sommeil et pourquoi dort-on? Tous les animaux dorment, et le sommeil est un besoin qui a été conservé par l'évolution, alors que c'est un moment dangereux. On peut se faire manger quand on est une gazelle. Et la sélection darwinienne l'a maintenu parce qu'il a une importance capitale pour la survie. Le sommeil nous permet de nous reposer. Et c'est la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de sommeil, on parle de repos. Ce repos, on va l'appeler repos compensateur, c'est-à-dire qu'on va accumuler de la fatigue dans la journée et qu'on va se reposer pendant un certain temps pour récupérer. Ceci concerne tous les animaux, et ainsi, si on prend des scorpions, qu'on les empêche de se reposer au moment où ils ont l'habitude de le faire, ils vont se reposer de façon plus importante en deuxième partie d'expérience. Mais ce repos compensateur n'est finalement pas le motif principal de notre sommeil, en tout cas pas quand nous ne sommes pas en manque de sommeil important. Il est certain qu'après une nuit blanche, le besoin de sommeil de compensation prédomine. Mais sur des journées normales, nous allons au lit parce qu'il est l'heure. Nous savons que c'est notre besoin de sommeil habituel, et nous pouvons nous définir comme des sujets du matin ou du soir, et ce depuis l'enfance, avec un pic à l'adolescence où les adolescents sont souvent très majoritairement du soir. Ce phénomène est lié à l'horloge biologique. C'est un phénomène très ancien qu'on retrouve dans toutes les cellules, donc même chez des bactéries, et qui est présent non plus chez tous les animaux, mais maintenant chez tous les êtres vivants. Ainsi, dans cette expérience qui avait été réalisée par Mendebiran au XVIIIe siècle, on prend une plante, un Mimosa pudica, qui est dit pudique parce qu'il replie ses feuilles la nuit. On le met dans une boîte hermétique où il n'y a aucun rayon de soleil qui arrive, et on regarde ce qui se passe par un petit trou à midi et à minuit. Et on voit qu'à minuit, les feuilles sont repliées, et à midi, elles sont ouvertes alors qu'il n'y a aucun signal lumineux. Ceci veut dire qu'une plante dispose d'une horloge biologique qui peut l'informer de l'heure qu'il est. Et cette horloge biologique est présente dans tous les êtres vivants et rythme notre vie. Elle vient du fait que la Terre tourne autour du Soleil, et quand la vie est apparue il y a quelques milliards d'années, il y a tout de suite eu une adaptation à ce cycle jour-nuit, le Soleil étant nécessaire dans la chimie qu'on connaît, qui est fondée sur l'oxygène. Le Soleil est nécessaire à la photosynthèse, qui est la base de la vie.
Ainsi, tous les êtres vivants sont synchronisés par rapport à l'alternance jour-nuit. En résumé, on dort pour deux raisons. On dort pour se reposer de la fatigue accumulée et on dort surtout pour se préparer à la fatigue à venir. Ceci peut se modéliser sur ce schéma qui vous montre du matin jusqu'au soir et au matin la progression des différents mécanismes qui vont contribuer à notre envie de dormir. En haut, les flèches représentent le poids de sommeil, c'est-à-dire le besoin de compenser, le repos compensateur. Arrivé le soir, ma journée dans les pattes, mon besoin de sommeil pèse sur mes paupières et j'ai envie de dormir. Et si je dors, ce besoin va disparaître et le matin, je devrais me réveiller frais et dispo. Mais il y a un autre mécanisme qui, lui, est dépendant de l'horloge biologique. Et ce mécanisme va s'opposer à notre besoin de sommeil, ce qui va nous permettre de tenir jusqu'à la soirée. Le besoin de sommeil augmente, mais l'horloge biologique compense par un besoin d'éveil. Et à un moment donné, l'horloge va dire maintenant c'est l'heure de dormir. Elle va lâcher l'effort d'éveil et le sommeil s'installe. Si on est couche tard, ce besoin circadien, cette pression d'éveil circadienne va se prolonger un peu plus tard et malgré l'accumulation de fatigue, nous resterons réveillés. A l'inverse, si nous sommes très couche tôt, le besoin va être très fort beaucoup plus tôt, vers 21h30, 22h, et l'horloge va lâcher plus tôt, et on s'endormira à ce moment-là avec une grande facilité très tôt, et on sera réveillé le matin également très tôt. Un autre élément qu'on peut remarquer, c'est que si on fait une nuit blanche, le besoin de sommeil devrait s'accumuler de façon très importante, puisque nous n'avons pas dormi, donc nous n'avons pas diminué cette pression de sommeil qui s'est accumulée toute la nuit. Et malgré tout, le matin, la fatigue va tendre à se diminuer pour revenir à d'autres moments de la journée. En fait, la fatigue est moins présente parce que le besoin de sommeil, la compensation est très forte, mais l'horloge biologique va remettre en route les processus d'éveil et va nous permettre de compenser le besoin de sommeil homostatique. Il y a donc une alternance entre les phénomènes d'horloge et les phénomènes de besoins accumulés au fur et à mesure de la journée. Ceci va nous amener, quand nous sommes en décalage horaire, en voyage à l'étranger, à expérimenter des moments où la fatigue viendra en plein milieu de la journée parce que l'horloge nous demandera de dormir alors que nous n'avons pas accumulé encore un besoin de sommeil trop important. Cette horloge biologique est située dans le noyau suprachiasmatique, au centre du cerveau, dans l'hypothalamus, et elle reçoit des informations par le chiasma optique, par l'œil. On sait que la lumière a donc une influence importante sur notre horloge biologique et c'est elle qui nous permet de nous synchroniser quand nous allons à l'étranger, quand nous déménageons dans un pays en décalage horaire. Nous allons nous habituer progressivement à l'alternance jour-nuit qui s'applique différemment de celle de notre pays de départ. Ici, vous avez des courbes qui montrent la nuit et le jour différents éléments de notre bonne santé. Ici, le cortisol, une hormone. Là, la fréquence cardiaque. Ici, la température du corps ou même le sentiment d'être heureux. Tous ces éléments varient dans la journée et de façon synchronisée, comme un orchestre qui joue en cadence. Ainsi, le cortisol va monter et descendre. Ici. Excusez-moi, ici. Il va descendre en début de nuit pour nous permettre de dormir et remonter dans la nuit pour nous donner un réveil facile. A l'inverse, le rythme cardiaque et la température vont diminuer en début de nuit pour permettre un endormissement plus facile et la mélatonine va être sécrétée fortement pour maintenir le sommeil. Tous ces éléments sont rythmés par notre horloge biologique. Et on définit ainsi des chronotypes, c'est-à-dire des gens qui vont être d'un type chronobiologique particulier, des gens du matin, des gens intermédiaires et des gens du soir. Et comme la couleur des cheveux, c'est une donnée génétique qui ne se changera pas au fur et à mesure de la vie. Bien que, avec l'âge, on ait tendance à revenir un petit peu plus couche-tôt, lève-tôt qu'on ne l'était quand on était jeune adulte. Donc il y a des gens du matin ou du soir, des lève-tôt et des couches-tard. Dans cette étude,
les chercheurs se sont intéressés au chronotype des sujets porteurs de trisomie 21 et on voit que le rythme de sommeil est plutôt en faveur d'une typologie du matin, c'est-à-dire plutôt couche tôt, lève tôt. Deuxième paramètre de notre sommeil, la durée de sommeil. Il y a des petits et des longs dormeurs. Et le sommeil s'installe progressivement. Ici, on voit qu'à une semaine, les épisodes de sommeil se déroulent tout au long de la journée et de la nuit avec un rythme qui n'est pas orienté sur la nuit. Et progressivement, le sommeil s'organise pour aller vers une période de nuit principale avec 3 siestes, puis une période de nuit principale avec une sieste, et enfin une période de nuit principale sans sieste. La durée de sommeil va donc diminuer progressivement, et ici vous voyez que comme sur la courbe de poids ou de taille, nous avons des écarts à la moyenne avec une moyenne de temps de sommeil et un écart qui peut être de 3 à 4 heures entre des sujets très gros dormeurs et des sujets petits dormeurs, et ceci tout au long de la vie. Ici, vous retrouverez des temps de sommeil moyens qui sont proposés, et par exemple, à 10 ans, 10 heures de sommeil, à 11 ans, à 6 ans, 11 heures de sommeil, mais si on regarde à 10 ans avec les courbes, on verra qu'on pourra avoir des enfants qui seront autour de 8 heures et d'autres enfants qui seront plutôt autour de 11 heures. Il y a donc une grande différence d'un sujet à l'autre sur les besoins de temps de sommeil. Néanmoins, il faut respecter nos besoins de sommeil. Le sommeil n'est pas un état passif. On a pensé longtemps que le sommeil était l'arrêt des activités cérébrales. Et on retrouve ici, quand on s'intéresse à la consommation d'énergie du cerveau, ici c'est un cerveau qui est observé, le rouge montre une grosse consommation d'énergie et au contraire le bleu une faible consommation d'énergie. L'éveil est en haut, on s'endort, le sommeil ralentit, le cerveau ralentit, consomme moins d'énergie, mais au bout d'une heure et demie, on va voir réapparaître une forte consommation d'énergie qui correspond à ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Ce sommeil est un sommeil très actif, très consommateur d'énergie, où nous allons trier notre mémoire, nous allons reprogrammer nos neurones. Les enfants ont un sommeil paradoxal très présent parce qu'il stimule beaucoup le système nerveux, il participe à la construction du cerveau et tout au long de la vie, on gardera 20 à 25% de sommeil paradoxal dans notre nuit. Le sommeil s'organise en cycles et vous voyez ici une représentation avec du début de la nuit à la fin de la nuit les cycles de sommeil qui sont composés de différents stades de sommeil. Le sommeil lent, léger et moyen en rouge clair, le sommeil lent profond en rouge foncé, le sommeil paradoxal en jaune. Vous voyez que le bleu correspond à l'éveil et que dans la nuit, il y a toujours quelques éveils qui sont souvent de courte durée, mais qui peuvent donner chez l'enfant notamment des éveils un peu plus longs. Quelles sont les fonctions du sommeil? Ce qu'on sait, c'est que le manque de sommeil entraîne des altérations importantes au niveau du fonctionnement cérébral, du fonctionnement métabolique, du risque de diabète, du risque de maladies cardiovasculaires. Pour ce qui est du sommeil en lui-même, si on ne parle pas de pathologie, il est associé à une période de repos, certes, mais également on a vu par le sommeil paradoxal des périodes d'activité importantes. Donc on ne peut pas dire que le sommeil est simplement une période de repos, c'est aussi une période active. Et en fait, nous passons par 3 états dans les 24 heures, l'éveil, le sommeil lent et le sommeil paradoxal, et les 3 contribuent à notre bonne santé. Le sommeil a notamment une fonction importante dans la mémorisation, le tri des éléments et le nettoyage en fait de nos neurones au sens figuré, mais également au sens propre, avec des éléments très physiques de détoxification des neurones. La privation de sommeil va entraîner des difficultés à de nombreux niveaux, au niveau cérébral bien sûr, mais également au niveau du système immunitaire avec une moindre résistance aux infections. Sur la cicatrisation, l'hormone de croissance est sécrétée pendant le sommeil, elle est très importante pour cicatriser, grandir, se défendre. Les muscles également ont besoin de sommeil pour se reposer et le diabète, le sucre sont moins bien régulés quand on dort mal.
L'importance du sommeil est donc évidente, il représente un tiers de notre vie, il a des fonctions restauratrices pour le cœur et la respiration, la régénération cellulaire, les sécrétions hormonales, l'apprentissage et la mémorisation. C'est un processus global qui rééquilibre le corps et il est donc très important de prendre suffisamment de temps pour dormir et d'être attentif à la qualité du sommeil des personnes autour de nous. Le trépied de la bonne santé, ce sera donc sommeil, nutrition, activité physique, sachant que la nutrition est plutôt en excès et qu'il faudra plutôt y faire attention et que l'activité physique et le sommeil sont en réduction. Et il faut donc augmenter généralement notre niveau d'activité physique et le temps que nous consacrons à notre sommeil. Dans la trisomie 21, le sommeil a quelques particularités, bien que globalement on retrouve exactement la même organisation que chez tout sujet. On retrouve un peu moins d'efficacité du sommeil, peut-être un peu plus d'éveil dans la nuit, plus d'éveil après l'endormissement, moins de stade 2, c'est-à-dire le sommeil le plus fréquent dans la nuit, et plus de stade 1, ce qu'on va appeler le sommeil léger, moins de sommeil paradoxal, un peu plus de sommeil profond, ce qui est tout à fait positif, et un peu plus d'instabilité du sommeil. Au total, un sommeil un peu moins bon. Néanmoins, il y a des grandes variations individuelles de sommeil et on sait très bien que l'insomnie représente 10% de la population et que donc il ne faut pas trop insister sur ces différences qui restent des différences statistiques globales. Si on s'intéresse aux plaintes de sommeil, ici, dans cette étude, les sujets trisomiques sont les barres noires et les sujets contrôle les barres grises. Et on voit que concernant les différentes plaintes de sommeil, c'est-à-dire la somnolence en journée, les troubles respiratoires du sommeil, les parasomnies, les éveils nocturnes, l'anxiété, la durée du sommeil, la longueur pour s'endormir ou la résistance à aller se coucher, il y a une surreprésentation dans la population trisomique avec les barres marquées par deux petites étoiles étant les résultats significatifs. Il y a donc un peu plus de troubles du sommeil, en tout cas un peu plus de plaintes de sommeil dans la population trisomique. Il faut savoir que sur l'insomnie, l'efficacité des thérapies comportementales et éducatives est prouvée dans la population générale, mais qu'elle est également faisable et efficace dans la population trisomique. Il ne faudra donc pas hésiter à envisager une prise en charge d'une insomnie. Deuxième pathologie très importante à connaître, le syndrome d'apnée du sommeil. C'est une pathologie assez fréquente, 5% en population générale, mais très fréquente dans la population trisomique avec 30 à 60% des sujets présentant un syndrome d'apnée du sommeil plus ou moins sévère. Le syndrome d'apnée du sommeil est mal nommé, on aurait dû le nommer syndrome d'asphyxie du sommeil. En fait, il correspond à un étouffement lié à la chute de la langue en arrière quand on dort. Quand on dort, il y a une baisse du tonus musculaire. La langue, normalement, doit rester suffisamment en avant pour permettre à l'air de passer, mais chez des sujets qui vont présenter des facteurs favorisants, elle peut aller jusqu'à être aspirée en arrière et empêcher l'air de passer. Il s'agit donc plutôt d'un syndrome d'asphyxie répétitive que d'apnée, puisque la respiration va continuer à essayer de se faire, les poumons vont essayer de se remplir, mais la langue fera obstacle. On distingue plusieurs degrés dans le trouble respiratoire du sommeil. Le premier degré est le ronflement. L'air passe un peu moins bien, l'air va créer une vibration et la vibration va entraîner du ronflement. Le ronflement n'est pas en soi pathologique, mais le ronflement débute très rapidement et ne se terminera qu'avec une apnée du sommeil. Il ne nous renseigne donc pas sur le degré de sévérité. À un degré supérieur, on va voir apparaître des limitations de débit. Les limitations de débit vont correspondre à un passage de l'air difficile, mais faisable, au prix d'un effort supplémentaire. On va donc avoir des perturbations de la stabilité du sommeil. Il n'y aura pas d'apnée du sommeil, mais il y aura déjà un sommeil qui sera de moins bonne qualité. Un ronflement et une respiration laborieuse.
avec parfois des transpirations au niveau de la tête et du cou, du fait d'un effort musculaire très important, comme quand on a le nez bouché et qu'on est très enrhumé, on dort mal, le matin on est fatigué, même si on ne s'est pas réveillé dans la nuit. À un degré supplémentaire vont apparaître des phénomènes d'apnée, c'est-à-dire que la langue et la luette vont finir par tomber, enfin, être aspirées en arrière, et au lieu d'avoir une respiration limitée ou un ronflement, il n'y aura plus du tout d'air qui passera. Ce phénomène va se répéter des dizaines de fois par heure, et c'est ce chiffre qu'on retrouvera quand on parle de l'index d'apnée-hypopnée des sujets apnéiques, 15 par heure, 30 par heure, 50 par heure. Ce phénomène est très péjoratif pour la santé puisqu'il entraîne un étouffement, une asphyxie, une baisse d'oxygénation et un stress très important au plan cardiovasculaire à chaque fin d'apnée. On a donc un degré de fermeture, la gorge est considérée comme un tuyau, ce tuyau va se fermer plus ou moins, un petit peu de fermeture, on aura des limitations de débit et du ronflement, une fermeture plus importante, on verra apparaître ce qu'on appelle des hypopnées, c'est-à-dire presque des apnées, et plus d'ouverture du tout, une apnée. Ces apnées auront des conséquences et elles entraîneront des baisses d'oxygénation. On retrouve ici sur toute une nuit un enregistrement de l'oxygénation en rouge avec des baisses très importantes de taux d'oxygène. Alors les conséquences du syndrome d'apnée du sommeil sont très nombreuses. Elles sont cardiovasculaires, plus de tendance à l'hypertension, plus de risque d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus. Elles sont également métaboliques avec des risques de diabète plus importants, de prise de poids par perturbation de l'équilibre du sommeil. Elles sont également comportementales, difficulté à mémoriser, difficulté à rester concentré dans la journée, irritabilité, dépression. Ce sont donc des éléments qui seront très importants à prendre en compte et notamment à prendre en compte chez des sujets porteurs de trisomie et notamment des enfants qui auront peut-être des capacités neurocognitives rattrapables une fois traité un certain nombre d'apnées du sommeil. Les conséquences neurocomportementales, donc cet impact neurocognitif est immédiat sur la mémoire, sur les capacités intellectuelles. Il est peut-être également à long terme présent sur un mode dégénératif, c'est-à-dire que le centre d'apnée du sommeil va entraîner une toxicité, une agression cérébrale avec des lésions neuronales qui à long terme pourront favoriser le développement de troubles déficitaires. Ici on retrouve un résumé des conséquences du syndrome d'apnée obstructive du sommeil dans la trisomie 21, conséquences cardiovasculaires avec possibilité d'aller jusqu'à de l'hypertension pulmonaire chez des sujets très sévères, ceci ne se voit quand même que rarement. Par contre, des conséquences neurocognitives importantes, notamment scolaires, inattention, difficultés de mémoire, troubles du comportement, également de la fatigue, des problèmes cardiovasculaires, j'en ai parlé, qui sont retrouvés aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Qu'est-ce qui prédispose au syndrome d'apnée obstructive du sommeil? Il y a de nombreux facteurs, des facteurs de développement de la cavité buccale, des voies aériennes, du nez, qui vont gêner le passage de l'air. Ces facteurs de développement sont tous présents chez le sujet trisomique. Anomalie du développement maxillofacial, avec souvent une bouche trop petite et une rétrognatsie, ainsi qu'une perméabilité nasale qui est souvent gênée. Surcharge des tissus. Au niveau des voies aériennes, de la langue, on aura des tissus plus épais, avec souvent une obésité, mais également des phénomènes parfois liés à l'hypothyroïdie. On aura également un excès de collapsibilité, c'est-à-dire on aura des tissus qui seront plus mous, qui résisteront moins à l'aspiration, avec un état inflammatoire local, présence souvent d'un asthme, d'une rhinite, ou altération des réflexes qui doivent assurer le bon tonus des voies aériennes supérieures. Les enfants trisomiques, et les adultes bien sûr, mais c'est chez les enfants qu'il faut faire le diagnostic maintenant et précocement, sont anatomiquement prédisposés, hypoplasie médio-faciale et mandibulaire. Vous voyez ici une représentation d'un sujet de profil.
Le problème est le passage de l'air derrière la langue. Si on a une mâchoire trop petite, on aura une langue qui n'aura pas la place de s'installer comme il faut et qui prendra de la place en arrière. C'est pour ça on parle souvent de grosses langues, mais c'est souvent aussi de petites mâchoires qu'il faut parler. Et la langue n'est pas toujours si volumineuse que ça. Le palais est raccourci. La langue est donc plus grosse relativement à l'espace que lui permet les structures osseuses. Il y a une étroitesse du nasopharynx, des cavités nasales, et une hypotonie relative du pharynx. Tous ces facteurs vont faire que, en dormant, la langue aura tendance à se faire aspirer vers l'arrière, à basculer vers l'arrière. D'autant plus qu'on aura des amygdales hypertrophiques ou des végétations qui prennent trop de place, d'où l'intérêt du dépistage ORL et de la prise en charge chirurgicale éventuelle chez l'enfant. Le dépistage, il n'y a pas de différence en des symptômes que présentent les enfants porteurs ou non de trisomie 21. Les antécédents de prématurité et les antécédents familiaux d'apnée du sommeil sont à prendre en compte. L'obstruction des voies aériennes entraînera du ronflement, une respiration par la bouche, des sensations d'étouffement nocturne, un sommeil avec hyperextension du cou, c'est-à-dire que chez les petits, on voit les enfants dormir à genoux, les fesses en l'air, avec le cou très étiré pour dégager leur voie aérienne. Les efforts respiratoires excessifs donneront de la transpiration nocturne, des envies d'uriner fréquentes et parfois une énurésie, c'est-à-dire un pipi au lit tardif ou qui revient quand se développe l'apnée du sommeil. Le sommeil fragmenté donnera de l'agitation, de l'insomnie, plus de somnambulisme, des maux de tête le matin, de la fatigue, de la somnolence en journée. Tous les symptômes des morbidités associées au SAOS, c'est-à-dire aux pathologies associées, seront également à rechercher, hypertension, diabète, etc. L'examen clinique est essentiel, il est facile, et une fois qu'on a repéré les signes habituels, il est très facile de suspecter un trouble. Au plan général, ce sera l'obésité bien sûr, le cou large, court, et le faciès adénoïde avec la bouche entrouverte et les fosses nasales bouchées, une respiration par la bouche. Au niveau maxillofacial, ce sera une petite bouche, un menton en arrière, on parle de rétro-micrognathie. Le faciès plutôt en poire. Le palais ogival, c'est-à-dire quand on ouvre la bouche, on voit que le palais est très creusé et la mâchoire petite. Au niveau ORL, on recherchera des amygdales et des végétations trop grosses, une langue sur laquelle on voit les dents, l'indentation sur la langue qui montre que la langue est plus large que la bouche, des brûlures, du reflux gastro-œsophagien et une obstruction nasale. Ainsi, si on compare quelqu'un qu'on regardera bouche ouverte, à gauche, quelqu'un qui a peu de chances d'avoir des apnées, et à droite, au contraire, quelqu'un qui a beaucoup de chances d'avoir des apnées, on aura une langue plus grosse, un voile et une luette également plus charnus, plus importants, éventuellement des amygdales très importantes qui prendront la place, une respiration nasale compliquée, avec des cornées, c'est-à-dire la muqueuse nasale, hypertrophiée. Tous ces éléments sont assez faciles à repérer et seront confirmés par l'ORL et par l'examen de sommeil pour les conséquences. On classe la taille de la langue par cette classification dite de Mallampati qui est très facile. Et vous voyez qu'on a 1, 2, 3 et 4 niveaux. Il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, on ne voit que la langue. Et d'autres, on voit très bien l'arrière de la gorge et la luette. Cet examen très simple, ouvrir la bouche sans tirer la langue, permet déjà d'avoir une évaluation de l'importance de la langue et donc du risque de développer de l'apnée du sommeil. La recherche clinique, c'est-à-dire la recherche systématique du syndrome d'apnée du sommeil lors des consultations, est recommandée à chaque consultation de suivi des enfants trisomiques. Après une chirurgie ORL, amygdale, végétation, il faudra regarder si cette chirurgie a été efficace. En cas de morbidité cardiologique, cardiovasculaire, cérébrovasculaire ou neurocognitive. Nous avons vu dans les diapositives précédentes les troubles qui peuvent évoquer un syndrome d'apnée du sommeil. En cas d'énurésie, de troubles de la croissance, il faudra également passer au syndrome d'apnée du sommeil. Quelles sont les indications du bilan polysomnographique, des examens de sommeil?
avant et après chirurgie ORL. Avant, compte tenu du risque opératoire. L'apnée du sommeil, quand elle est sévère, expose à un risque de complications post-opératoires et nécessite une surveillance post-opératoire. Après la chirurgie, 2 à 3 mois, une fois que la cicatrisation est obtenue, l'examen est également utile car il y a un fort taux de syndrome d'apnée du sommeil persistant. La chirurgie améliore mais ne guérit pas la majorité des sujets. Avant et après expansion rapide du maxillaire ou mise en place d'appareils orthodontiques. Toujours dans la même idée de rechercher un trouble précédant la mise en place du traitement et un trouble résistant à la mise en place du traitement. Systématiquement, chez tous les enfants à l'âge de 4 ans, si si l'examen n'a pas été réalisé précédemment. Et ceci est une recommandation forte de l'Académie américaine de pédiatrie. Pour d'autres auteurs, un examen sera également réalisé vers l'âge de 8 ans, car il y a des variations anatomiques qui font qu'on a pu passer à côté du diagnostic lors du premier examen. On devra également penser à un bilan polysomnographique, bien sûr, en cas de suspicion chez tout patient trisomique. Nous avons vu les éléments cliniques et les symptômes également dans le comportement diurne ou les maladies associées. En cas de traitement, la polysomnographie est recommandée après 6 semaines pour une chirurgie ORL, 12 semaines pour les traitements médicaux anti-inflammatoires et 12 mois après une expansion maxillaire. Pour l'orthèse d'avancée mandibulaire, qui est un traitement possible du syndrome d'apnée avec des appareils dentaires à mettre la nuit, on se donne quelques mois avant de réévaluer l'efficacité. Dans le traitement, il faudra penser à la kinésithérapie, à la rééducation linguale, qui fait partie du traitement. Il s'agit d'exercices qui portent sur la bouche, visant à améliorer l'occlusion, la respiration nasale, augmenter le tonus labial, améliorer le positionnement lingual avec une langue qui doit se positionner en haut, collée au palais. Elle lutte contre l'hypotonie, favorise un positionnement correct de la langue, renforce la respiration nasale et élimine la respiration buccale. Deuxième niveau de traitement, la chirurgie ORL. Elle est souvent bénéfique mais insuffisante. Elle guérit 30% des sujets, mais l'obésité, l'asthme, l'obstruction nasale, la rétromandibulie sont des facteurs de résistance à la chirurgie. La prise de poids après chirurgie peut même également aggraver les choses. Il faudra être attentif à cet élément et à la diététique post-chirurgicale. L'expansion maxillaire dont je vous avais parlé consiste à agrandir la largeur du maxillaire avec des appareils que vous connaissez bien, qui sont faciles à poser et qui font partie du traitement du syndrome d'apnée du sommeil chez l'enfant. Les orthèses avancées mandibulaires, qui sont des gouttières qu'on met dans la bouche pour pousser, pour maintenir le menton vers l'avant, afin de tirer la langue vers l'avant. Donc, l'orthèse avancée mandibulaire permettra d'éviter une bascule de la langue trop en arrière. C'est un traitement qui est envisageable sur des formes d'apnée qui sont modérées. Sur des formes d'apnée sévère, il faudra penser au traitement de ventilation qui reste le seul traitement constamment efficace dans ces formes d'apnée sévère. En fait, il s'agit d'une pression positive continue, ou PPC. Ce n'est pas une ventilation. Nous ne sommes pas en réanimation. Il s'agit simplement de maintenir ouvert l'espace derrière la langue. Ici, vous avez quelqu'un qui a été un scanner et vous voyez les dents devant, l'arrière de la tête, et l'espace noir ici correspond à l'espace derrière la langue étant positionnée devant. Si on met une pression d'air au niveau des voies aériennes supérieures par le masque, on va augmenter le diamètre des voies aériennes supérieures, on va pousser la langue en avant. C'est ce que veut faire le traitement, et c'est ainsi qu'on empêche la langue de basculer en arrière. Cette ventilation, elle est indiquée en cas de syndrome d'apnée sévère ou de syndrome d'apnée persistant après une chirurgie, ou en cas de contre-indication à la chirurgie, et également si des problèmes respiratoires nocturnes se greffent
notamment liées à l'obésité. On parle d'hypoventilation nocturne. Ce traitement consiste, comme je vous l'ai dit, à maintenir une pression. Cette pression va compenser la chute de la langue. Et ici, quand le sujet va commencer son apnée, l'appareil va compenser en maintenant une pression d'air suffisante à maintenir les voies aériennes supérieures. C'est pour ça que quand le masque bouge, vous entendrez des fuites d'air, car il s'agit d'un traitement en pression. Le traitement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil est donc organisé et évalué en étapes successives. Les causes sont généralement multiples chez un même sujet et la prise en charge sera multidisciplinaire. Les causes accessibles à un traitement sont identifiées et inscrites dans un plan d'action thérapeutique en étapes successives, comme je vous ai montré, depuis la kinésithérapie linguale jusqu'à une ventilation éventuelle. Le bilan ORL et orthodontique est généralement nécessaire. L'efficacité de chaque étape est évaluée. Qu'est-ce qui reste après une chirurgie? Qu'est-ce qui reste après une kinésithérapie? Les symptômes résiduels, la qualité de vie, les troubles cardiovasculaires, l'état neurocognitif, l'énurésie, la croissance. Ainsi, on pourra organiser les différents moyens à notre disposition, depuis une chirurgie, des orthèses avancées mandibulaires ou une ventilation, jusqu'à une trachéotomie, heureusement actuellement rarissime. En résumé, le sommeil est un état physiologique spécifique, garant de la bonne santé de chacun. Nos besoins évoluent avec l'âge et doivent être respectés. Il faut connaître le besoin de chacun, différent dans une fratrie ou dans un couple. Le manque chronique de sommeil, en l'absence de toute pathologie, est associé à un risque augmenté de troubles métaboliques dont le diabète et l'obésité, cardiovasculaires dont l'hypertension, immunitaires, psychiatriques dont la dépression, et ceci uniquement par manque de sommeil. Il est également un facteur de troubles de l'attention, de la mémorisation et d'échecs scolaires, notamment chez les sujets porteurs de trisomie 21. Je vous remercie.